À la frontière nord du royaume en crise, le duc Hélène, seigneur de la frontière nord, rassemble ses troupes au complet, prêts à affronter l'armée de morts-vivants qui se dirige droit sur la ville. Faisant face à l'armée de morts-vivants, il réalise que celle-ci est bien au-delà de ce que lui et ses soldats peuvent gérer. Parmi eux se trouve le chevalier mort-vivant Durian, qui terrorise quiconque croise sa route. On dit que Durian est si puissant que même 10 chevaliers de haut rang, combattant jusqu'à la mort, ne garantissent pas une victoire contre lui. Les soldats voient cela et commencent à paniquer. Ils disent au duc qu'ils n'ont aucune chance contre l'armée de morts-vivants, et qu'il vaudrait mieux battre en retraite. Les soldats pensent qu'il serait préférable de préparer un siège plutôt que d'affronter l'armée de morts-vivants de front. Le duc comprend leur peur car il a peur lui aussi, mais il informe ses hommes que le mur nord est tombé. Déjà, ils sont la dernière ligne de défense, et si les morts-vivants percent jusqu'aux portes de la ville, c'en est fini. Hélène dit à ses soldats que peu importe ce qu'ils font, ou comment ils le font, ils doivent s'assurer de retenir l'armée de morts-vivants. Soudain, un cavalier inconnu dépasse les troupes à toute vitesse et se dirige droit vers l'armée de morts-vivants. Les soldats sont choqués de voir cela, se demandant qui peut bien être celui qui charge ainsi sur les morts-vivants, sans la moindre prudence. Soudain, il leur vient à l'esprit que c'est Yurin Rox. Yurin Rox a été envoyé pour les aider depuis le marquisat du sud des Rocs. Apparemment, ce cavalier insouciant, Yurin Rox, est notre protagoniste, et il se bat avec des dagues. Ils connaissent les capacités de Yurin, mais les soldats doutent qu'il puisse faire quoi que ce soit contre Durian. Ils en concluent que Durian ne tombera jamais face à des dagues, mais ils n'ont pas fini de tirer leur conclusion que Yurin frappe le chevalier mort-vivant avec sa dague. La dague se plante dans la tête de Durian, qu'il tient dans sa main. Étonnamment, la tête est projetée en l'air, et Durian commence à fondre. Cela laisse tout le monde abasourdi, et ils refusent de croire à ce qui se déroule sous leurs yeux. Yurin ne s'arrête pas là. Il continue de lancer des dagues sur les soldats zombies, et un par un, ils fondent. En un rien de temps, Yurin se retrouve tout seul, tandis que tout ce qu'il y a devant lui n'est que poussière laissée par les corps des zombies. Les soldats qui observent essaient de se réveiller de ce qui leur semble être un rêve, mais réalisent bientôt que c'est la réalité. Ils se demandent si Yurin est un saint envoyé pour les sauver par les cieux. Yurin les entend l'appeler un saint, et cela le fait rire car ils sont loin de la vérité. Après avoir vaincu les morts-vivants, Yurin s'immobilise pour vérifier ses stats sur l'écran de statut. D'après les informations sur l'écran de statut, il réalise qu'il a gagné des points d'expérience. Apparemment, il a utilisé un poison appelé montagne d'os de feu. C'est un poison qui fait même fondre la moelle des morts-vivants. Parce que Yurin vient de l'utiliser, le poison a gagné une tonne de expérience. Yurin ne voit pas d'inconvénient à tout prendre tant que cela lui est utile. 6 mois avant cela, notre protagoniste avait ouvert les yeux pour se retrouver dans une chambre étrange. Il est sur un lit king size à l'intérieur d'une chambre luxueuse. Il a soudainement entendu quelqu'un l'appeler jeune maître. Il lève les yeux et voit une belle chevalière debout devant lui. Il admire encore sa beauté quand il réalise que les vêtements qu'elle porte semblent étranges. La chevalière lui demande s'il se sent bien et avant qu'il ne puisse répondre, elle mentionne qu'elle va appeler le prêtre. Alors qu'elle se retourne pour partir, Yurin la rappelle en lui disant qu'il aimerait lui demander quelque chose. Cependant, la chevalière l'ignore simplement et sort de la pièce. Après son départ, Yur sort du lit et se dirige vers le miroir. C'est là qu'il est frappé par la plus grande des surprises. Il hurle d'agonie quand il réalise qu'il est un type joufflu et moche, avec une tête à claque. Yur commence à remettre en question tout ce qu'il sait, se demandant où son beau corps d'âge mûr a bien pu disparaître. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est transformé en un sale gosse moche et potelé. Il commence à paniquer, se demandant s'il est dans un rêve ou quelque chose du genre. Il pense à se rendormir pour pouvoir se réveiller dans son corps d'origine. Lorsque le prêtre entre dans la pièce, il est accompagné par le chef de la maison et la chevalière. Le chef de la maison a l'air absolument terrifiant alors qu'il toise Yurin du regard. Le prêtre tient la main de Yurin pour vérifier son pouls. Pendant que le prêtre fait cela, le chef de la maison traite Yurin de honte totale, se demandant pourquoi il a finalement décidé de se réveiller. Yurin est paralysé par la peur en se demandant qui est cet homme effrayant. Le prêtre exhorte le chef de la maison à se calmer, puisque Yurin vient de se réveiller, et qu'il pourra le punir plus tard. Le prêtre examine le corps de Yurin et exprime sa surprise de voir qu'il n'est pas gravement blessé. En fait, son esprit est stable et toutes ses blessures ont disparu. Le prêtre dit que c'est un soulagement, mais le chef de la maison le contredit, disant que Yurin serait mieux mort. Les choses s'enveniment alors que l'homme crie sur Yurin, lui disant qu'il a battu sa fiancée. Yurin est sincèrement confus par tout ce qui se passe. Et le vieil homme continue ses réprimandes, disant que Yurin a 10 à 9 ans et qu'il n'a toujours pas grandi. Le chef de la maison crie à nouveau, disant à Yurin qu'il est un bon à rien puisque son frère a été capable d'éveiller son aura.
Urine, de son côté, grossit de jour en jour. À la mention du mot aura, quelque chose fait tilt dans la tête de Ur. L'homme dit alors à Ur de s'excuser auprès d'elle quand il sera rétabli. Urine ne comprend pas ce que l'homme veut dire par elle. Cela lui vaut une autre série de reproches alors que l'homme lui rappelle qu'il parle de sa fiancée. L'homme fait savoir à Urine qu'il est fichu si sa fiancée ne lui pardonne pas. Urine est obligé de redemander pour être sûr d'avoir bien entendu. L'homme répète le nom d'Ilia et lui dit d'arrêter de déshonorer la famille Roche plus longtemps. L'homme termine alors sa déclaration en l'appelant par son nom, Urine. À ce moment, Urine confirme ses craintes, réalisant qu'il est Urine Roche. Puisqu'il est Urine Roche, il en conclut que l'homme est le marquis Wellington Roche. L'homme entend cela et se met en colère. Il se retourne immédiatement pour gifler Urine au visage, lui demandant pourquoi il a autant d'audace pour appeler son propre père par son nom. Urine tombe au sol et avant que Wellington ne puisse le frapper davantage, le prêtre et la garde le retiennent. Urine reste au sol alors qu'il commence à repenser à toutes les décisions de sa vie. Il n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Il s'évanouit et s'attend à se réveiller. De retour à la réalité. Quand il se réveille, il est choqué de voir qu'il est toujours dans la même pièce et que la chevalière est là avec lui. Il se demande pourquoi il ne se réveille pas de ce rêve et la garde s'approche de lui pour lui poser des questions stupides pour savoir s'il est réveillé. Urine décide de confirmer pleinement si sa déduction est correcte. Il appelle la garde du nom d'Aaron, et comme il le craignait, la jeune femme répond à ce nom. Il confirme alors auprès d'Aaron que la raison pour laquelle il était alité est qu'il s'en est pris à Ilia et s'est fait tabasser au point de s'évanouir. Aaron révèle que Urine a attaqué sa fiancée dans la chambre, mais elle a retourné la situation et lui a mis une raclée avant qu'il ne finisse par perdre connaissance. Urine se prend la tête entre les mains, horrifié, comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de fou. Aaron ne comprend pas ce qui ne va pas chez ce type, mais Urine sait qu'il est vraiment dans la panade. Urine se calme enfin et en vient à l'amère conclusion qu'il a atterri d'une manière ou d'une autre dans le roman web qu'il a écrit. Cependant, le pire c'est qu'il n'est pas entré dans le roman web en tant que protagoniste. Il a fini par arriver dans l'histoire en tant que le méchant pourri qui cherche des noix au héros, et finit par mourir horriblement. Urine se remet à paniquer, laissant Aaron lui demander ce qui ne va pas. Crie, disant qu'il s'est retrouvé dans une histoire nulle qui n'est même pas un webtoon. Le personnage d'Urine qu'il a possédé est une véritable ordure qui n'a aucun talent, aucune compétence, et qui ne s'entraîne jamais. C'est juste un méchant stupide qui profite du nom de sa famille en tant qu'héritier. Mais il perd ensuite sa fiancée au profit du protagoniste. Enragé, il a attaqué le protagoniste, mais cela s'est avéré être une erreur fatale car le protagoniste l'a démoli avant de le tuer. Dans une ruelle sombre. Maintenant qu'il se retrouve dans le corps d'un bon à rien, notre gars se demande comment il va faire pour survivre. Comme c'est un monde de fantaisie, il ne sait toujours pas quelle capacité Urine possède. Cependant, il connaît les opportunités et les objets que le protagoniste n'a pas encore trouvés. Urine en vient à la conclusion que sa seule chance est de se préparer rapidement. Il essaie de sortir du lit, mais son corps est trop lourd à cause de la graisse, et il s'écrase au sol. Aaron court rapidement pour voir comment il va. Elle lui demande s'il va bien, mais avec la frustration lisible sur son visage, il dit à Aaron qu'il est loin d'aller bien. À ce moment-là, Urine réalise qu'il peut enfin voir l'écran de statut. Grâce à cela, il peut voir les stats d'Aaron. Le trait d'Aaron est l'épée rapide de niveau 2, un esprit clair, une aura de niveau 1, une adaptation de niveau 1, et pour son niveau d'affection envers Urine, il est de 0. Urine est content de pouvoir invoquer la fenêtre de statut, et il dit à Aaron qu'elle peut partir, car il se sent beaucoup. Aaron obéit à ses instructions et commence à partir. Alors qu'elle s'éloigne, Urine se concentre sur ses stats. Il n'est pas surpris car Aaron est conçu pour être plus forte que la plupart des chevaliers ordinaires, mais il est surpris que son affection. Urine est particulièrement inquiet qu'il y ait une option d'affection sur la fenêtre de statut. Urine se demande si cette option est là parce qu'il jouait surtout à des jeux de drague par le passé. Il n'arrive pas à croire que le monde dans lequel il se trouve est complètement nul. Il repense alors à l'option d'affection, se demandant si c'est la raison pour laquelle Aaron agit si étrangement. Cependant, il met cela de côté et décide de regarder le miroir à nouveau. Il est tellement dégoûté par le corps pourri qu'il a. À ce moment précis, la fenêtre de statut s'ouvre pour qu'il puisse voir ses stats. Il est excité de vérifier ses stats, mais l'excitation retombe vite quand il voit les statistiques minables qu'il a. Il possède. Pour sa condition spéciale, le système lui fait savoir qu'il souffre d'obésité morbide, ce qui est assez évident. D'ailleurs, pour son trait, il a l'œil du créateur, mais celui-ci est encore au niveau 1. Il est également doté des 4 rares venimeux célestes, mais cette section est encore verrouillée. Cependant, son taux de synchronisation est de 99,9%.
Urien réalise qu'une seule de ses capacités se démarque, et ce sont les 4 arts venimeux célestes. Soudain, il comprend que les arts venimeux ont été tirés du webtoon de Wuxia qu'il adorait. C'est un webtoon avec une héroïne séduisante. De plus, l'art martial du poison et des armes cachées correspond aux 4 arts venimeux célestes. À ce moment, Urien réalise que ce monde est un mélange de tout ce qu'il connaît d'avant. C'est alors qu'il se dit qu'il pourrait avoir une chance s'il apprend réellement les 4 arts venimeux célestes. Urien sourit, croyant avoir trouvé un moyen de survivre. Apparemment, il existe une secte prestigieuse de la province du Sichuan, et ils apparaissent dans les romans de wuxia chinois. C'est un clan spécialisé dans les poisons et les assassinats silencieux avec des armes cachées enduites de toxines. Urien se demande pourquoi le clan Tang du Sichuan se trouve dans ce monde, puisque celui-ci est censé être un monde de fantaisie médiévale. Plus tard, Wellington apprend par Aaron que Urien s'est remis sur pied. Il lui demande comment Urien se sent et elle révèle qu'il ne semble pas encore bien, car il a trébuché en essayant de se lever. Aaron dit que le corps de Urien est encore en mauvais état. Wellington ajoute aussi que le prêtre a dit que ses blessures étaient guéries, ce qu'il trouve assez étrange. Wellington demande à Aaron si elle trouve quelque chose d'étrange dans le comportement de Urien, car il est habituellement têtu, mais il a facilement accepté de s'excuser auprès d'amis. Il y a quand il l'a suggéré plus tôt. Wellington ne veut pas croire que Urien ait eu un soudain changement de personnalité. Wellington est convaincu que le lendemain, Urien redeviendra lui-même, celui qui cause toujours des problèmes. Cependant, Aaron pense le contraire. Elle a foi dans le fait que Urien changera un jour. Wellington est choqué d'entendre cela de la part d'Aaron. Il est surpris qu'Aaron ait encore un peu de foi en Urien alors que lui, qui est son père, a déjà baissé les bras. Wellington dit à Aaron qu'elle place essentiellement son espoir en quelque chose qui pourrait ne jamais se réaliser. Wellington commence à regretter de ne pas avoir laissé Aaron vivre sa vie de chevalier au lieu de l'assigner à Urien. Malgré tout ce que dit Wellington, Aaron croit toujours dans son cœur que Urien est différent. Elle ne peut pas expliquer ce sentiment, mais elle le sait. C'est tout. Le lendemain, Aaron est choqué quand elle entend Urien demander où se trouve la salle d'entraînement, parce qu'il aimerait exercer son corps. Aaron n'en croit pas ses oreilles lorsque Urien exige qu'elle le conduise à la salle d'entraînement. Urien remarque la réaction des Aaron et lui demande s'il y a un problème avec ça. Urien a déjà compris que l'œil du créateur, il lui permet de voir les statistiques. Mais en ce qui concerne le clan Tang du Sichuan, il ne sait toujours pas comment le débloquer. Urien suppose que son obésité pourrait être un obstacle. C'est pourquoi il veut exercer son corps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de contourner le problème. Alors que lui et Aaron traversent le manoir, Urien est impressionné par la taille du jardin, et il le compare à la taille de plusieurs stades réunis. Après avoir marché quelques minutes, ressent déjà la chaleur. Il pense à s'entraîner dans sa chambre. Mais il sait qu'il finira toujours par abandonner et simplement dormir, car il y a un lit qui sera juste sous son nez. Est assez sage pour savoir qu'il ne peut pas s'entraîner dans sa chambre. Il passe devant un groupe d'ouvriers et de servantes. Grâce à l'œil du créateur, il est capable de voir ce qu'ils pensent de lui. Chaque serviteur qu'il a croisé soit ne l'aime pas, soit le déteste profondément. Ne leur en veut pas pour ça, car était une véritable ordure qui a maltraité tout le monde dans le manoir. Peu de temps après, ils arrivent à la 3e salle d'entraînement. Il est déjà à bout de souffle quand ils y arrivent. Aaron lui fait savoir que les chevaliers utilisent la 2e et la 1re salle d'entraînement, c'est pourquoi la 3e est libre. En entrant dans la salle d'entraînement, il réalise que quelqu'un est en train de s'entraîner là-bas. Il vérifie l'affinité du type et se rend compte qu'il est le pire qu'il ait rencontré jusqu'à présent. Le type ne se contente pas de ne pas l'aimer, il le déteste et veut le tuer. Le type est Réa au long, et dès qu'il voit il commence à marcher vers lui pour le saluer. Il fait comme si de rien n'était puisque Aaron est là, mais au fond de lui, sait que le type est impatient de lui arracher la tête. Réa demande à ce qu'il fait là, mais panique, l'appelant par son nom. Réa sourit, puis il prend Aaron à part pour lui demander si quelque chose s'est passé entre lui et Réa. Aaron est surprise qu'Eur ne se souvienne pas de ce qu'il a fait. Apparemment, quelques années, le père d'Eur l'a forcé à s'entraîner. Était furieux à cause de ça, et il a fait venir Réa. Réa n'était encore qu'un apprenti à l'époque. A fait une de ses saloperies habituelles et a laissé une cicatrice sur le visage de Réa en riant comme un fou. Après qu'Eur ait fait cela, son père a pratiquement renoncé à l'entraîner. En entendant cela, réalise que son ancien lui était vraiment un sale type. n'est pas prêt à rester là pour voir ce que Réa va lui faire. Il suggère qu'il s'enfuit d'ici. Il demande à Aaron s'il y a une autre salle d'entraînement qu'il peut utiliser seul. Aaron révèle qu'il y a une 4e salle, mais elle est très éloignée et l'équipement est de mauvaise qualité. Aaron dit que c'est principalement un terrain vague, mais
Heur déclare que c'est exactement ce qu'il veut. Puisqu'il veut perdre du poids, il veut le faire de la bonne manière. Réalisant qu'elle ne peut pas le faire changer d'avis, elle n'a d'autre choix que de l'emmener à la 4e salle d'entraînement. Ils arrivent au terrain d'entraînement, et Heur est surpris de trouver des couteaux de lancer sur la table. Heur se souvient que le clan Tang du Sichuan est spécialisé dans le lancer de couteaux et les petites armes. Il ramasse un des couteaux, espérant qu'il pourra en faire quelque chose de bien. Heur le saisit avec habileté et utilise toute sa force pour lancer le couteau. Cependant, le couteau n'atteint pas la cible avant de tomber. Heur est embarrassé par cela et il se retourne pour regarder Aaron, lui disant qu'il a juste lancé le couteau pour s'amuser et que ce n'était rien de sérieux. Heur réalise que la première chose sur laquelle il doit travailler est son endurance. Il décide que courir autour du terrain d'entraînement devrait aider. À cela, Aaron reste là, le regardant fixement, pendant qu'il essaie de se racheter du moment embarrassant où il s'est mis tout seul. Heur commence à courir autour du terrain, disant à Aaron qu'elle est libre de s'entraîner comme elle le souhaite. Cependant, Urien manque de s'évanouir après quelques tours sur le terrain d'entraînement. Plus tard, son père apprend qu'il a commencé à s'entraîner et cela le choque. Cependant, il ne pense pas que ça va durer très longtemps. Étonnamment, Urien est toujours en train de s'entraîner après 3 semaines. Wellington n'arrive pas à croire que son fils n'a pas manqué un seul jour d'entraînement depuis qu'il a commencé. En seulement 3 semaines d'entraînement constant, Urien a perdu beaucoup de poids et son apparence a énormément changé. Wellington est maintenant fier et il commence enfin à appeler Urien son fils. Wellington réalise que sans la graisse corporelle, Urien est plutôt beau. Wellington se demande si son fils a vraiment changé ses habitudes. Même Urien se tient devant le miroir de sa chambre pour s'admirer. Il se rend compte qu'il a perdu beaucoup de poids. Mais même avec cela, le trait du clan Sichuan Tang refuse toujours de se débloquer. Il décide de se donner un mois, et si ça ne se débloque pas d'ici là, il volera tout ce qui est destiné au protagoniste. Un instant plus tard, Aaron entre dans la chambre avec le repas de Urien. Le plat s'appelle en gros la soupe Sherin, mais contrairement à son nom, elle est très utile. C'est un plat nutritif et revigorant, excellent pour brûler les graisses et développer les muscles. Dans la famille Rox, il est naturel pour eux d'en manger après chaque séance d'entraînement. Urien n'arrive pas à croire qu'il doit encore manger de la soupe Sherin. Aaron lui demande s'il en a déjà marre de la soupe et il répond que oui. Il mentionne qu'il mange cette soupe depuis 3 semaines d'affilée sans manger quoi que ce soit d'autre. Aaron le fixe droit dans les yeux avec un air sévère et effrayant. Elle lui demande ce que il veut vraiment. Elle veut savoir s'il désire devenir un chevalier ou simplement perdre du poids. Urien déclare qu'il aimerait devenir un chevalier, et Aaron lui dit qu'il n'a pas le choix que de manger la soupe Sherin. Chef de la maison en mange encore après son entraînement. Aaron dit à Urien d'arrêter de se plaindre et de simplement manger la soupe. Urien n'a pas d'autre choix que d'accepter après le sermon d'Aaron. Urien n'est être pas à l'aise avec la soupe, mais il sait qu'elle l'a aidé au cours des 3 semaines. Urien décide de continuer à manger la soupe jusqu'à ce qu'il en ait marre. Il prend une cuillerée dans l'assiette et au moment où il la mâche, il remarque quelque chose d'étrange. Il comprend que le goût de la soupe est très différent des autres jours. Cependant, il continue de manger jusqu'à ce que la fenêtre de statue s'ouvre soudainement, informant Urien qu'il a ingéré du poison. Urien est choqué de voir cela, mais il s'avère que c'est une bénédiction car cela remplit la condition pour débloquer le clan Sichuan Tang. Urien lève les yeux et sourit car il sait que c'est le début de son grand voyage. Wellington se tient à sa fenêtre comme d'habitude pour admirer son formidable fils. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et l'homme ordonne d'entrer. Il s'avère que c'est sa seconde épouse Kaya et elle a apporté du thé. Elle a remarqué que son mari fixait quelque chose et lui a demandé ce qu'il regardait et il a menti en disant qu'il regardait le magnifique jardin. Kaya saisit alors l'occasion de se vanter en disant qu'elle a pris un soin tout particulier du jardin. Le marquis joue le jeu, disant à Kaya que ses talents sont impressionnants. C'est alors que Kaya a recours à ses instincts féminins en s'approchant du marquis pour l'enlacer par derrière. Elle le serre dans ses bras, demandant quand il compte choisir son fils Colin comme héritier, tout comme il l'avait mentionné auparavant. Kaya suggère que le marquis le fasse assez rapidement puisqu'il a déjà décidé. Le marquis la choque alors, en lui disant que cela pourrait prendre plus de temps qu'il ne le pensait. Kina devient plus sérieuse, rappelant au marquis qu'il a promis de nommer Colin son héritier dans le mois. Wellington admet l'avoir dit, mais dit à Kina qu'elle a dû entendre parler du fait qu'Urine a soudainement repris ses esprits. Comme Urine est le fils aîné, Wellington pense qu'Urine peut se révéler être un bon successeur. Kina affiche un faux sourire, disant à son mari qu'elle a aussi entendu parler du soudain changement d'Urine. Elle dit qu'elle est heureuse que le garçon ait enfin repris ses esprits. Wellington se met à rire, disant à Kina qu'il ne croit pas qu'il ait été ramené à la raison par une correction de sa femme. Kina revient alors au sujet du successeur, lui demandant ce qu'il compte faire. Wellington dit qu'Urine ne s'entraîne que depuis 3 semaines.
et qu'il aimerait l'observer un peu plus longtemps avant de prendre sa décision. Cependant, il promet à Kina qu'il cédera immédiatement le poste d'héritier à Colin si Urine retourne à ses anciennes habitudes. Après avoir entendu cela, Kina se retourne pour partir, disant à son mari qu'elle l'attendra dans la chambre. Elle sort de la pièce et elle est tellement furieuse qu'elle en tremble, et elle jure de montrer à Urine de quoi elle est capable. Maintenant, dans le présent, Urine comprend enfin que la condition pour débloquer l'accès au Sichuan-Tang est d'ingérer du poison, et il vient de le faire. Il regarde alors la fenêtre de statue pour savoir ce qui a été mis dans la soupe qu'on lui a donnée. Apparemment, la soupe contient une herbe spéciale, et celle-ci provoque la paralysie. C'est une herbe médicinale, mais elle contient une petite quantité de toxines. L'herbe est inoffensive pour les adultes en petite quantité, mais une consommation régulière mène à la paralysie et tue ensuite la cible. Urine est en train de regarder l'écran de statue quand Aaron entre dans la pièce lui demandant si la nourriture ne l'intéresse plus. Urine s'excuse et commence à manger la soupe à la hâte. Cependant, il reste avec la question de savoir qui a bien pu mettre le poison dans la nourriture. Il est certain qu'il ne peut pas être tué par le poison, mais il sait que quelque chose a changé dans le scénario de l'histoire. C'est alors qu'il réalise que Colin n'a pas encore été nommé héritier, ce qui était censé se produire à ce moment de l'histoire. Il se demande si la nomination d'un héritier a été retardée parce qu'il a commencé à s'entraîner et que la personne qui a mis le poison dans la nourriture ne l'aime pas et vient très probablement du camp de Colin. Après avoir fini de manger, le système l'informe que le poison paralysant faible a été débloqué pour. Urine se tourne vers Aaron, lui disant qu'il a fini le repas et que c'était si bon que ça l'a ému aux larmes. Lui dit qu'il veut être un peu seul et sans discuter. Aaron s'excuse et quitte la pièce, encourageant Urine à se reposer. Après le départ d'Aaron, Urine se tient devant le miroir et exige que le clan Sichuan-Tang lui apparaisse. À ce moment précis, les statistiques d'Urine apparaissent juste devant lui. Il a acquis quelques compétences, dont l'empoisonnement. Léger, mais son statut de surpoids est toujours présent. De plus, son taux de synchronisation a chuté à 97%. Urine se concentre alors sur d'autres traits, et il se rend compte qu'un tas de traits sont encore verrouillés. Il ne peut toujours pas accéder aux techniques les plus puissantes car elles exigent que d'autres conditions soient remplies. Urine est stupéfait par le nombre de poisons qui sont à sa disposition, et le dernier niveau sur le panneau est le niveau 30. Pour atteindre le niveau 30, il doit débloquer les niveaux supérieurs. Cependant, il a besoin d'une technique interne pour débloquer celle de base. Urine réalise que le clan Tang utilise en fait l'énergie interne pour manier le poison. Il consulte ensuite la section des arts martiaux où il réalise qu'il peut choisir l'une des 4 techniques disponibles. Il y a les arts du poison sombre, les arts de l'aiguille de tonnerre, les 10 000 venins, et l'énergie divine. Urine sait immédiatement quel est le bon choix pour lui car il est un grand fan de l'histoire du clan Tang. Les arts du poison sombre se concentrent sur le poison tandis que les arts de l'aiguille de tonnerre se concentrent sur les armes de jet. Quant à l'énergie divine des 10 000 venins, elle est plus longue à maîtriser. Mais elle permet à son utilisateur d'atteindre la maîtrise à la fois du poison et des armes de jet. Sans réfléchir à 2 fois, il choisit l'énergie divine des 10 000 venins. Au moment où il fait son choix, il sent une énergie étrange circuler dans son corps, et il réalise qu'il doit immédiatement faire circuler cette énergie. Retire sa chemise et commence à méditer. Et avec cela, il sent un flux étrange parcourir tout son corps. Prend conscience que l'énergie qu'il ressent est du chi. Il commence à la guider à travers les méridiens appropriés, afin de pouvoir la stocker dans son dantian pour développer sa force interne. Urine reste dans cette position toute la nuit sans s'en rendre compte. Même s'il n'a pas dormi, il ne se sent pas fatigué. Son corps a également changé sans qu'il s'en aperçoive. Urine a été capable de concentrer le chi de sorte qu'il le ressent maintenant partout. Il peut même dire le nombre d'oiseaux à l'extérieur de sa fenêtre sans même se retourner pour les voir. Urine vérifie son énergie divine des 10 000 venins et découvre qu'il est actuellement au niveau 1 étoile, ce qui lui confère 10% de la puissance totale. Soudain, une aura familière s'approche de sa porte et lorsque la personne l'ouvre, il s'avère que c'est Aaron. Aaron entre dans la chambre pour trouver Urine sur son lit, en train de méditer. Elle est surprise quand elle réalise qu'Urine n'a pas dormi de la nuit, lui disant que c'est assez dangereux. Elle suggère qu'Urine se repose pour la journée, mais Urine refuse, disant à Aaron qu'il va s'entraîner. Urine assure à Aaron qu'il se sent très bien et qu'il est en pleine forme, donc il doit s'entraîner. Aaron sort alors pour qu'elle puisse préparer le petit déjeuner, mais elle remarque qu'Urine devient plus musclé. Quand il arrive au terrain d'entraînement, Urine prend l'un des couteaux de lancer. Il se tient devant la cible, et à sa surprise, un réticule de visée apparaît juste devant ses yeux, tout comme dans un jeu de tir à la première personne. Grâce à cela, il est capable de viser précisément la cible, et il lance le couteau de toutes ses forces pendant qu'Aaron le regarde. Le couteau atteint la cible avec une précision ultime, choquant Aaron. En faisant cela, Urine débloque les armes de jet du clan Tang.
Aaron ne peut se retenir. Et s'approche d'Urine, lui demandant ce qu'il vient de faire. Urine fait l'innocent, disant à Aaron qu'il n'en a aucune idée non plus de ce qui s'est passé. Il pense que ce sont les résultats de l'entraînement du mois dernier qui commencent à se voir. Aaron réfute cela, car elle n'y croit pas. Urine réalise que c'est la première fois qu'il verra Aaron totalement décontenancé, et il suggère d'essayer de lancer le couteau une fois de plus. Urine peut sentir l'énergie interne ardente déferler de son corps lorsqu'il lance quelque chose. Sur ce, il prend une pose encore meilleure et il lance le couteau plus vite et plus fort. Le couteau atteint la cible en plein centre et la fissure, laissant Aaron totalement stupéfait. Fixe Urine droit dans les yeux, soulignant le fait qu'il vient de pulvériser la cible. Urine se contente de sourire, mais il sait qu'avoir un viseur apparaître dans ses yeux est fondamentalement un code de triche pour lui. Apparemment, Urine aimait autrefois un jeu de tir à la première personne, appelé Battle Attack, et il a même fini premier au tournoi du cybercafé organisé pour le jeu. Aaron crie sur Urine, lui demandant ce qu'il vient de faire. Urine ignore la question et demande à Aaron si elle ressent quelque chose de sa part. Aaron réfléchit à la question avant de répondre, lui disant qu'il a perdu pas mal de poids depuis la veille. Lorsqu'elle mentionne cet aspect de poids, Urine est choqué. Aaron souligne alors que Urine s'est entraîné tous les jours et a mangé la soupe, ce qui lui a fait perdre beaucoup de poids. Cependant, il semble totalement différent du jour au lendemain. Urine est surpris d'entendre cela, mais surtout, il est soulagé qu'Aaron ne puisse pas sentir l'énergie interne qui circule dans son corps. Cela lui indique en gros qu'il est le seul à pouvoir utiliser l'énergie interne dans ce monde et que personne d'autre ne peut la détecter. Grâce à cela, Urine est convaincu d'avoir acquis un pouvoir incroyable et il décide de continuer à s'entraîner. Il ramasse les couteaux et commence à les lancer pour toucher la cible avec précision. Aaron est choqué de voir cela et elle finit par s'avancer pour demander à essayer de lancer les couteaux elle aussi. Elle ramasse un couteau, prend sa pose, et le lance. Mais à sa grande surprise, le couteau rebondit sur la cible. Urine rit, en disant qu'il est heureux qu'il y ait quelque chose qu'Aaron ne sache pas. Urine jette alors un autre regard à la fenêtre de statut, où il voit qu'il a débloqué la compétence coupe droite. Cela lui permet de lancer plus vite et plus fort. Et pas seulement avec des objets de mémoire. En gros, il peut ramasser n'importe quoi et le lancer avec une précision ultime, exactement comme il le fait avec les couteaux. Urine est surpris de voir ça et il décide de l'essayer sans plus attendre. Aaron est encore en train de se morfondre quand Urine la presse de s'écarter. Aaron est choqué lorsqu'elle voit Urine tenant une épée en bois brisé. Urine se tient devant la cible et fait circuler l'énergie dans son corps et, utilisant la compétence coupe droite, il lance l'épée en bois endommagée. À la plus grande surprise d'Aaron, l'épée en bois fait voler la cible en éclats. Aaron hurle d'horreur et demande à Urine quel genre de pouvoir coule dans ses veines. Urine répond avec embarras que c'est le pouvoir de l'entraînement, mais Aaron n'est pas une idiote, et elle sait que c'est quasiment impossible. Urine implore alors à Aaron de lui rendre un service. Il sait qu'elle rapporte ses moindres gestes à son père, mais il la supplie de ne rien dire à son père pour l'instant. Aaron veut protester, mais Urine fait remarquer qu'il teste actuellement plusieurs choses, et il promet de tout lui expliquer. Plus tard, tout ce qu'il désire, c'est qu'elle lui donne un peu de temps pour mettre de l'ordre dans ses idées. Aaron n'a d'autre choix que d'accepter. Plus tard ce jour-là, Urine suit un des employés, Perru. En utilisant l'œil du créateur, il comprend que le gars utilise du poison, mais son affinité envers lui est neutre. Urine comprend immédiatement que Perru est la personne qu'il recherche, car c'est le seul qui peut facilement mettre du poison dans sa nourriture sans que personne ne s'en rende compte. En utilisant la flèche qui flotte dans sa main, Urine parvient à viser Perru et le frappe avec un poison paralysant qui laisse un halo vert. Perru se fait frapper avant même de comprendre ce qui se passe. Il s'écrase au sol et s'évanouit pendant qu'Urine est fier de lui. Grâce à la fenêtre de statut, Urine peut voir que l'effet du poison paralysant durera une heure. Urine attrape le type inconscient et l'emmène dans un entrepôt tranquille. Quand le type se réveille enfin, il voit Urine debout devant lui, et il a l'air vraiment menaçant. Urine sourit diaboliquement, et Perru sait déjà ce qu'il attend. Pour lui. Urine somme alors Perru de répondre honnêtement à ses questions s'il veut vivre un jour de plus. Il lui demande s'il est celui qui a mis du poison dans sa soupe. Urine dit à Perru de cligner des yeux une fois si la réponse est correcte, mais si elle est fausse, il doit cligner 2 fois. Il lui redemande s'il est celui qui l'a empoisonné et il cligne 1 fois. Il enchaîne ensuite en demandant si le poison était de l'herbe d'Anyang et Perru cligne à nouveau 1 fois. Urine est content que Perru coopère avec lui et il passe à la question suivante, où il demande à Perru si c'est Kina qui lui a demandé de procéder à l'empoisonnement. Perru cligne 2 fois, indiquant que ce n'était pas Kina. Urine s'énerve et sort un couteau, disant à Perru de bien réfléchir car il vaudrait mieux pour lui de ne pas lui mentir. Urine lui fait savoir qu'il a un moyen de voir et de savoir les choses. Il l'assure qu'il va lui trancher la gorge s'il lui ment.
Urine pose alors à nouveau la question et étonnamment, Perru maintient sa réponse, disant que l'ordre ne venait pas de Kina. Urine comprend que Perru ne ment pas, mais il se retrouve à se demander qui a bien pu ordonner son empoisonnement. Urine décide de découvrir ça plus tard, et il sort une pilule, disant à Perru de l'avaler. Il lui fait savoir que c'est un poison paralysant, et il lui enfonce la pilule dans la bouche. Après que Perru l'a avalé, Urine lui annonce qu'il ne lui reste plus qu'un mois à vivre. Urine assure à Perru que tous ses organes internes vont fondre s'il ne prend pas l'antidote d'ici un mois. Comme Perru ne veut pas mourir, Urine lui dit qu'il devra commencer à suivre ses ordres. Perru tremble de peur, réalisant qu'il s'est mis dans une situation compromettante. Urine pose alors sa main sur la tête de Perru et utilise son pouvoir pour le libérer du poison paralysant. Grâce à cela, Perru peut enfin bouger et parler. Urine pose alors la question. À nouveau, exigeant de savoir qui a ordonné à Perru de l'empoisonner. Perru révèle enfin la vérité, disant que c'était le capitaine des chevaliers, Cox Livingstone. Urine est choqué d'entendre ça et Perru révèle que Cox prévoit de tuer Urine par la maladie d'ici la fin de l'année. Il s'avère que Cox est le frère aîné de K, et il a obtenu le rôle de capitaine des chevaliers grâce à son mariage avec le marquis. Urine est soulagé de ne pas s'être complètement trompé puisque Cox est le frère de K, ce qui fait de des complices. Urine donne alors un morceau de papier à Perru, et sur ce papier est écrite une liste de poisons. Comme Perru est très calé en poison, Urine pense qu'il peut l'aider à se les procurer sur le marché noir. Urine dit à Perru de prendre l'argent dont il a besoin auprès de Cox, et de rassembler absolument tous les poisons de la liste. Urine veut que Perru lui apporte les poisons. Et il lui ordonne de commencer par celui qu'il a déjà sur lui. Perru est choqué et demande à Urine pourquoi des poisons, mais Urine répond froidement, disant à Perru qu'il ne lui a jamais donné la permission de poser des questions. Perru s'excuse rapidement et Urine lui dit qu'il est libre de partir. Avant de quitter la pièce, Urine dit à Perru qu'il veut une cargaison du poison dans sa nourriture à partir de ce moment. Perru entend cela, le laissant dans une incrédulité totale. Quand Un arrive à sa chambre, il commence à célébrer car il a réussi à faire croire à Perru qu'il y a réellement du poison dans son organisme. Ce que Un lui a donné à manger n'était que des feuilles séchées qu'il a agglomérées. Un réalise alors qu'il est impératif qu'il apprenne les arts martiaux du clan Tang du Sichuan. Apparemment, quelque chose de terrible va se produire très bientôt, et il doit être prêt. La nuit suivante, Perru rend visite à Un pour lui montrer les herbes vénéneuses qu'il a avec. Il les pose sur une table, et Un les examine attentivement. La première est l'herbe Anyang, la deuxième est la Yakrupka. La feuille parmi elles s'appelle la feuille de veine de bois. Perru est choqué que Un connaisse tous les poisons comme si de rien n'était. À l'insu de Perru, Un peut voir leur nom via la fenêtre de statue. Un demande à Perru pourquoi il a les autres poisons avec lui alors qu'il aurait pu facilement le tuer avec seulement l'herbe Anyang. Perru révèle que l'herbe Anyang prend beaucoup de temps et une fois qu'une résistance est développée, elle dure en fait plus longtemps. Cependant, mélanger la Yaka après le début des symptômes de l'herbe Anyang augmentera les effets. En gros, les poisons deviennent plus mortels lorsqu'ils sont combinés. Un demande alors à Perru comment il a tout appris sur les poisons, et il révèle qu'il a été vendu à la famille Tin Vivante quand il avait 8 ans et qu'il s'est entraîné sous la direction d'un maître empoisonneur la base. Un lui demande s'il y en a d'autres comme Perru dans la famille Tin Vivante. Il répond qu'ils étaient initialement 20 enfants, mais qu'ils sont tous morts, le laissant comme unique survivant. Un n'est pas surpris par cela, car les enfants ayant une faible affinité pour le poison, meurent lorsqu'ils sont exposés aux toxines, mais il remarque que Perru déteste la famille Tin Vivante. Il prévoit d'utiliser cela à son avantage. Après leur discussion, Un félicite Perru pour un travail bien fait, et il lui fait savoir qu'il est libre pour le reste de la journée. Après le départ de Perru, Un s'attelle à la consommation des herbes vénéneuses. En les mangeant, il reçoit les notifications de l'écran de statut, mais il atteint bientôt sa limite et le système l'incite à pratiquer une méditation respiratoire. Un fait ce que le système suggère et il parvient à maîtriser la douleur en méditant. Le lendemain matin, Aaron entre dans la chambre pour trouver Un état de méditation, mais son corps est maintenant profilé comme celui d'un culturiste parfait. Aaron est choqué par ce qu'elle regarde. Mais d'un autre côté, Un a réussi à améliorer l'énergie des 10 000 venins au stade 2. Il acquiert un tas de techniques d'arts martiaux et de techniques de poison dans le processus, également. Aaron est sur le point de commencer à parler du corps d'En, quand elle perçoit une odeur de pourri dans la pièce. Un ne sait pas quoi dire à Aaron car il connaît la raison de cette odeur désagréable. Apparemment, lorsque l'énergie interne d'une personne augmente et que son niveau d'arts martiaux s'élève, le corps libère une grande quantité de déchets d'un seul coup. Comme la pièce empeste et que l'odeur vient manifestement de lui, Un propose d'ouvrir la fenêtre, mais Aaron lui crie de ne pas ouvrir la porte. Elle dit à Un d'aller plutôt à la salle de bain. Après qu'il a fini de se baigner, Un et Aaron sortent
Eun est content de lui car il a pu acquérir une nouvelle compétence, le jeu de jambes Soyoung. Il provient de la famille Tang et c'est une technique parfaite pour les mouvements rapides, l'assassinat, l'évasion. Eun est heureux d'apprendre des compétences qui n'apparaissent que dans les romans de wuxia. Eun est si heureux qu'il est emporté par ses pensées alors qu'il marche sur la route jusqu'à ce qu'Aaron le ramène à la réalité. Aaron lui demande pourquoi il marche tout à coup comme un ivrogne. Elle veut savoir s'il ne se sent pas bien, mais Eurin assure à Aaron qu'il va bien. Sur ce, les deux continuent leur chemin, mais Eurin ne peut s'empêcher de pratiquer son nouveau mouvement en marchant sur la route, comme un homme saoul. Aaron lui demande alors s'il va vraiment à la première salle d'entraînement pour suivre l'entraînement du jour. Aaron met en garde Eurin à propos de la salle d'entraînement, mais Eurin lui dit qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Eurin prétend qu'il y va seulement pour observer comment les autres chevaliers mènent leurs entraînements quotidiens. Quelques instants plus tard, il arrive à la salle d'entraînement et comme prévu, des chevaliers y pratiquent leur technique d'épée en criant comme des forcenés. Ils sont choqués quand Eurin et Aaron entrent sur le terrain d'entraînement. Au début, ils ne reconnaissent pas le bel homme qui se trouve derrière Aaron, car il a énormément changé. Ils finissent par réaliser que la personne qu'ils en regardent est Eurin, le fils du seigneur. Ils n'en reviennent pas du poids qu'Eurin a perdu pendant son entraînement. Les chevaliers pensent qu'Eurin a utilisé une sorte de sorcellerie pour perdre du poids. Pendant qu'ils chuchotent, Eurin peut clairement entendre tout ce qu'ils disent grâce à son énergie interne. Aaron désigne alors un homme immense en face d'eux. Elle informe Eurin que c'est un chevalier apprenti, mais que grâce à ses bonnes performances, il deviendra bientôt un chevalier subalterne. Eurin regarde de plus près, et réalise bientôt que cet homme est Kraid. C'est un personnage principal du roman et il devient plus tard un allié du protagoniste. Eurin ne savait rien de la vie de Kraid avant sa rencontre avec le héros. Eurin est satisfait du fait que Kraid soit au manoir, car cela pourrait s'avérer bénéfique pour lui plus tard. Cependant, il se concentre sur autre chose pour le moment. Tous les chevaliers dans la salle d'entraînement le détestent et la plupart d'entre eux veulent simplement tuer Eurin. Eurin les dévisage en se demandant s'ils vont lui servir de cobaye. Eurin prend une épée et décide de commencer avec un poison nommé poison à effet prolongé. Il est encore au niveau 1, et une fois ingéré, il se propage à tous les organes en quelques instants. Il active le poison et frappe à distance l'un des chevaliers avec. Le chevalier s'écrase sur le sol pendant que ses amis lui demandent s'il va bien. Il lui demande s'il a besoin d'aller aux toilettes, mais il dit non tout en se roulant par terre de douleur. Les chevaliers réalisent la gravité de la situation et suggèrent immédiatement d'appeler un prêtre. Soudain, le chevalier se relève en disant que la douleur a disparu. Les autres sont choqués et se demandent si leurs camarades se moquaient d'eux. Le chevalier essaie de leur faire comprendre qu'il n'était pas en train de simuler, et qu'il souffrait réellement, mais aucun d'eux ne le croit. Eurin a vu comment cela fonctionne et il décide d'essayer la fumée tueuse d'âme. C'est une fumée qui crée des illusions, provoquant la peur et la confusion dans une zone définie. Les chevaliers grondent encore leurs camarades pour avoir faim la douleur quand Eurin les frappe avec la fumée tueuse d'âme. Immédiatement, toutes les personnes dans la zone d'effet commencent à paniquer. Apparemment, un monstre effrayant se tient devant eux, prêt à les dévorer. Ils tombent au sol, se pissant dessus pendant qu'Eurin rit. Loin. Aaron, quant à elle, ne comprend pas du tout ce qui se passe. La situation devient encore pire pour les chevaliers affectés alors que plusieurs monstres apparaissent devant eux, les tourmentant. Quand Eurin a eu sa dose de plaisir, il lève l'illusion, car il ne veut pas attendre que les chevaliers commencent à s'attaquer les uns les autres. Une dispute éclate entre eux, alors qu'ils prétendent tous ressembler à des monstres. Eurin décide qu'il en a terminé avec l'expérience du jour, mais il est satisfait de la tournure des événements. Eurin dit alors à Aaron qu'il est temps pour eux de rentrer. Aaron est choqué car ils n'ont rien fait de significatif depuis leur arrivée. Eurin prétend que la salle d'entraînement est bruyante, et il suggère qu'ils aillent plutôt à la 4e salle d'entraînement. Quelques instants plus tard, une des servantes est apparue, pour informer les deux qu'un invité venait d'arriver au manoir. Eurin se demande qui est l'invité, et il apprend bientôt que sa fiancée, Ilia Marcus, est venue le voir. En attendant Eurin, Ilia a déjà l'intention d'annuler leur fiançailles. Quand Eurin entre dans la pièce où elle attend, le visage d'Ilia devient rouge et tout ce qu'elle avait prévu de faire avant de voir, Eurin s'envole de sa tête et est remplacé par des questions. Avant d'entrer dans la pièce pour voir Ilia, Eurin avait analysé la situation. Il sait qu'Ilia est doué avec ses poings et c'était à peu près à ce moment de l'histoire qu'Ilia a exigé qu'ils se séparent. Cependant, l'Eurin du roman continuait de refuser de la laisser partir. Cependant, cette fois-ci, Ilia est choquée quand elle voit Eurin. Elle commence à lui demander qui il est. Eurin est surpris par la question et il fait savoir à Ilia que ce n'est nul autre que lui. Ilia ne veut toujours pas y croire et commence à s'affoler. Tandis qu'Eurin la calme simplement, lui disant que ça fait un bail. Ilia admet
qu'elle avait bien entendu dire qu'Urine avait perdu du poids, mais elle avait supposé que c'était une fausse rumeur. Ilia dit que ça ne fait pas un mois qu'elle est partie, et elle commence à se demander comment Urine a pu changer autant en si peu de temps. Urine révèle alors qu'il a pu changer autant parce qu'il s'est entraîné très dur. Cela choque Ilia et Urine continue, en révélant qu'après s'être fait rosser par elle, il a commencé à reconsidérer les décisions de sa vie et à cause de cela, il a décidé de changer. Ilia lui demande s'il essaie de se venger, mais Urine dit que non. C'est alors qu'Urine fait quelque chose de surprenant. Il se met à genoux et s'incline devant Ilia en la remerciant. Cela choque la jeune femme qui ne supporte pas de voir son homme à genoux. Urine révèle qu'il a pu changer de comportement, et que tout cela est grâce à Ilia. Urine fait savoir à Ilia qu'il est sincèrement désolé pour ce qui s'est passé entre eux, mais l'assure qu'il comprendra si elle veut rompre les fiançailles. Ilia est abasourdi en voyant cela, ce qui l'amène à remettre en question l'identité d'Urine. Urine choque à nouveau Ilia en admettant qu'il était une ordure. Urine sait que tout ce qui s'est passé n'est pas de sa faute, mais de celle de l'idiot qui était l'ancien occupant du corps. Cependant, la raison pour laquelle Urine met autant d'ardeur à demander pardon est qu'Ilia n'est pas une simple héroïne, mais son trait de reine de l'épée combiné à son propre trait la rend de plus en plus forte avec le temps. Plus tard dans l'histoire, elle a pu sauver le héros déchu et même abattre l'antagoniste principal. Cela a été rendu possible grâce à son trait de reine de l'épée. Urine se fiche qu'il rompe les fiançailles tant qu'il peut réparer leur relation et faire d'Ilia son allié. À ce moment-là, Ilia demande à Urine si il est sérieux dans ce qu'il a dit, et il dit oui. Cependant, ce n'est pas suffisant pour Ilia car elle exige qu'Urine jure sur ce qu'il a dit. Ilia déchaîne son aura, la faisant paraître très dangereuse tout en faisant sa demande. Urine ne peut pas croire qu'Ilia va l'étouffer avec son aura effrayante, mais il semble qu'il ait déjà vu cette scène quelque part auparavant. Ilia dit alors à Urine de jurer qu'il ne retournera pas à ses anciennes habitudes, et que s'il rompt le serment, Ilia sera celle qui le battra à mort. En entendant cela, Urine est choquée car c'est la même phrase qu'Ilia a dite au protagoniste, pas à Urine. Urine décide alors de montrer à Ilia qu'il ne plaisante pas. Il active les 10 000 poisons et l'énergie de son corps consume l'aura d'Ilia. Urine dit alors à Ilia qu'il jure de ne pas retourner à ses anciennes habitudes. Le visage d'Ilia devient rouge à force de rougir, mais elle parvient à se contenir, et elle dit à Urine qu'elle le surveillera. Elle lui fait savoir qu'une erreur de plus de sa part et les fiançailles seront rompues. Urine est choquée que Ilia ne rompe pas les fiançailles. Quand Ilia rencontre Wellington dans ses appartements, l'homme est également choqué tout comme Urine en apprenant qu'Ilia ne rompra pas les fiançailles. Le marquis est obligé de demander à Ilia pourquoi elle ne rompt pas les fiançailles. Ilia mentionne alors que son père lui a toujours dit que les gens ne peuvent pas être changés, et quand elle a entendu la rumeur selon laquelle Urine avait changé, elle était curieuse. Elle se demandait s'il était redevenu le faible et gentil Urine qu'il était quand il était enfant. Mais à sa plus grande surprise, Urine était une personne complètement différente. À cause de cela, Ilia prend le risque de faire confiance à Urine une fois de plus. Cependant, Ilia fait savoir au marquis qu'elle battra Urine à mort s'il retourne un jour à ses anciennes habitudes. Le marquis est soulagé d'entendre cela et il exhorte Ilia à bien prendre soin d'Urine. Ilia se lève pour partir, et le marquis l'incite à rester quelques jours, mais elle refuse, révélant que elle a déjà dit à son père qu'elle venait pour rompre les fiançailles. Le marquis suggère alors qu'elle devrait au moins voir Urine s'entraîner avant de partir, mais elle refuse à nouveau, disant qu'elle ne veut pas le distraire. Plus tard ce jour-là, le marquis appelle Urine dans sa chambre. Il le taquine quand il entre dans la pièce, lui demandant qui il est. Avant qu'Urine ne commence à paniquer, le marquis révèle rapidement qu'il ne fait que le faire marcher. Wellington tapote l'épaule de son fils pour le féliciter pour le travail acharné qu'il a fourni. Wellington demande à Urine s'il sait pourquoi il l'a appelé, et il dit à son père que ça doit être à propos de son entraînement nocturne. Son père est content qu'il soit devenu sage aussi. Le marquis croit qu'il est temps pour Urine d'apprendre l'escrime de la famille Rox. Juste à ce moment, Urine dit au marquis que il a quelque chose d'important à l'informer concernant la question de l'entraînement de chevalier. Au lieu de s'entraîner pour devenir un chevalier, Urine choque son père en disant qu'il veut apprendre les arts du lancer au lieu de l'escrime. Son père devient immédiatement furieux, disant qu'il ne peut pas permettre cela car c'est une technique de bas étage utilisée par les voleurs. Le marquis prétend qu'avec une technique de lancer, il ne pourra pas transpercer l'armure d'un chevalier, sans parler des corps de monstres effrayants. Urine fait immédiatement une suggestion, disant à son père qu'il devrait faire un pari. Il veut qu'il parie sur le fait qu'il puisse attraper ou non la bête Borak avec une dague. Le marquis entend cela et croit qu'Urine est juste d'être têtu. Il lui dit que la lame d'un guerrier doit être imprégnée d'aura pour pouvoir percer les plites écailles d'un Borak. Le marquis croit que même si Euren s'entraîne pendant 100 ans, ses couteaux de lancer ne pourront pas percer les écailles du Borak.
Puisque c'est la conviction de Wellington, Euren l'incite à faire le pari. Le marquis décide de céder à Euren pour le pari, et Wellington lui demande ce qu'il compte parier. Euren dit au marquis que si il réussit à vaincre le Borak avec sa dague, il sera celui qui s'occupera de son entraînement. Mais s'il échoue, il suivra la volonté de son père. Sur ce, les deux font leur pari. Euren retourne dans sa chambre soulagé car il se rend compte qu'Aaron n'a pas encore parlé de son entraînement à son père. Comme l'épreuve pratique a lieu le lendemain, Euren va se charger de percer les écailles du Borak. Pour se préparer à l'épreuve, Euren décide qu'il doit manger des herbes empoisonnées. Juste au cas où. Il prévoit d'élever les arts divins à la 3e étoile. À ce moment-là, Aaron entre dans la pièce avec un message du marquis. Apparemment, le marquis a choisi l'heure et le lieu. L'épreuve aura lieu à midi le lendemain, et ils utiliseront la première salle d'entraînement. Euren lui demande alors si elle connaît les détails du pari et elle répond que oui. Cependant, elle n'est pas la seule à le savoir. Tout le domaine est au courant du pari qu'ils ont fait. Parce que de cela, tout le domaine rit car ils sont presque sûrs qu'Euren va se faire dessus quand il affrontera le Borak. Aaron révèle que tout le monde s'amuse à discuter de la façon dont il va échouer puisqu'il est l'ennemi public numéro 1. Ennemi. Cela affecte Euren et il demande à Aaron si tout le monde vient assister à l'épreuve. Aaron répond que le marquis l'a autorisé, donc la salle d'entraînement sera bondée de monde. Euren soupire en entendant cela mais il demande ensuite à Aaron ce qu'elle en pense. Aaron baisse la tête en disant qu'elle croit que le lendemain sera le jour du run. Cette nuit-là il a fait comme promis et a élevé les arts divins à la 3e étoile. Le lendemain, Euren est choqué quand il se rend compte que la salle d'entraînement est bondée de monde comme s'ils étaient là pour assister à un match d'arène. Avant que l'examen ne commence, Euren assure son père qu'il est prêt, mais il souligne le fait que toute la zone est pleine de monde. Son père révèle que son intention était de n'en parler qu'à son magicien, mais pour une raison quelconque, la nouvelle s'est répandue partout. Le marquis exhorte alors Euren à bien faire pour ne pas se ridiculiser. Une fois que tout est en ordre, le magicien commence le rituel d'invocation pour faire apparaître le Borak. L'invocation est réussie et un monstre apparaît dans la fumée. Euren est excité de voir physiquement un monstre que lui, en tant qu'auteur, a créé avec des mots. Apparemment, le Boro est un monstre marin d'une hauteur de 150 cm. Immédiatement, le monstre sort un cercle d'invocation, et les spectateurs commencent à paniquer. Euren est choqué de voir à quoi ressemble le Borak car c'est un monstre qu'il a imaginé alors qu'il mangeait un sashimi de sébaste dans un restaurant et qu'il était à court d'idées de monstres. Euren ne montre aucun signe de peur devant le Borak, car il ne voit qu'un monstre mignon si seulement ses bras étaient retirés. Soudain, le monstre fonce sur Euren. Il manque de l'attraper alors qu'il est dans ses pensées, mais, grâce à son mouvement agile, il parvient à esquiver l'attaque. Comme le monstre fonce sur lui sans prévenir, Euren décide de passer aux choses sérieuses. Il sort un de ses couteaux de lancer pour tester la solidité des écailles du Borak. Étonnamment, une cible apparaît devant lui, indiquant une zone particulière sur le corps du monstre, et Euren suppose qu'il s'agit du point faible du monstre. Il décide de tester cette hypothèse, et il lance le couteau en direction de la cible. Le couteau pénètre la cible, faisant hurler de douleur le monstre avant de s'écraser au sol, mort. Euren est déçu que le Borak soit mort en un seul coup. Le marquis et les spectateurs sont stupéfaits en voyant cela. Et se produire. La salle entière rugit bientôt pour célébrer la victoire d'Euren sur le Borak. Le magicien entre dans la salle d'entraînement pour annoncer officiellement qu'Euren a vaincu le Borak. Le marquis quitte son siège et se précipite vers Euren pour lui demander comment il a réussi à abattre le Borak en un seul coup. Euren répond maladroitement qu'il a seulement bien visé, et qu'il a réussi à toucher la cible. Le marquis ne veut pas accepter le résultat puisque le Borak est mort d'un seul coup de dague. Il soutient que cela n'a aucun sens et Euren l'interrompt rapidement, demandant si le marquis essaie de revenir sur sa parole. À ce moment-là, le magicien dit au marquis qu'Euren a visé le bras du Borak, là où il n'y a pas d'écaille. En entendant cela, le marquis hurle sur Euren, lui disant qu'il a réussi à vaincre le monstre. Par pure chance. Euren ne veut pas se disputer avec son père et lui dit qu'il a gagné le pari, que ce soit un lancer chanceux ou non. Euren se retourne pour partir, mais son père lui dit de refaire le test une fois de plus. Euren ne veut pas accepter jusqu'à ce que le marquis augmente l'enjeu. Il dit à Euren que s'il réussit à gagner le second round, Euren est excité d'apprendre qu'il aura droit à un vœu. Cependant, le marquis change les règles, disant que son adversaire ne sera pas le Borak, mais un chevalier. Le père d'Euren lui demande s'il est d'accord avec les nouvelles règles, et il répond que oui. Euren se fiche un peu de savoir qui est son adversaire car cela pourrait être sa chance, puisqu'il pourrait affronter Kerox. Cependant, il décide de laisser les choses se faire car il a encore besoin de Kerox pour fournir de l'argent à Pérou afin d'obtenir le poison dont il a besoin.
Le marquis suggère alors qu'il commence avec un chevalier apprenti. Urine demande à son père s'il peut choisir son adversaire et il lui donne le feu vert. Sans hésitation, Urine choisit Creed comme adversaire. Quelques instants plus tard, Creed arrive en courant dans l'arène. Il s'incline devant le marquis qui lui dit qu'il a une tâche pour lui. Creed assure au marquis qu'il suivra toutes les instructions qu'il lui donnera. À ce moment précis, Wellington montre son fils du doigt et dit à Creed de donner une bonne leçon à ce gamin. Creed est choqué quand il entend cela et le marquis le remarque. Il lui demande immédiatement s'il ne peut pas le faire, mais Creed dit au marquis qu'il est à la hauteur de la tâche. Soudain, Urine dit quelque chose de scandaleux. Il dit à Creed qu'il ne va lancer que 3 dagues sur lui et que s'il parvient à bloquer les 3, il gagne le match. Le marquis est choqué d'entendre cela et il dit à Creed de remettre son fils, arrogant à sa place. Pendant ce temps, les amis de Creed dans l'arène le taquinent, lui disant que s'il perd, il n'y aura pas de dîner pour lui. L'un d'eux lui dit même qu'il devra faire 100 tours du terrain d'entraînement s'il perd. Avant le début du match, Urine entend la voix d'une fille parmi les spectateurs lui disant qu'il peut le faire. C'est une motivation suffisante pour Urine alors qu'il sort sa dague, prêt à affronter Creed. Juste au moment où ils sont sur le point de commencer le combat, plusieurs zones cibles apparaissent sur le corps de Creed, stupéfiant Urine. Urine craint de pouvoir tuer Creed de la même manière qu'il a tué le Borak, mais il ne peut pas se le permettre. Urine décide alors d'essayer autre chose. Il utilise tellement de force pour lancer la dague qu'elle frappe la lame de Creed, produisant un son puissant semblable à celui d'un canon, choquant tout le monde dans l'arène. La dague tombe et le marquis la ramasse, se demandant comment une simple dague peut produire autant de force. L'épée de Creed a une entaille et la force du lancer le laisse secouer. Urine dit subtilement à Creed qu'il est maintenant échauffé, mais il lui fait savoir que le premier lancer est un avertissement. Urine lui fait savoir que le prochain lancer sera puissant. Urine pense que Creed ne mourra pas de ce qu'il s'apprête à faire, puisqu'il est un personnage secondaire important. Urine lance alors sa dague une nouvelle fois et alors qu'elle tournoie vers Creed, il essaie de la bloquer avec son épée, mais cela provoque une forte détonation et un nuage de fumée. Cela choque tout le monde, y compris le marquis. Quand la fumée se dissipe, Creed est complètement secoué et son épée s'est brisée. L'épée de Creed tombe de sa main, et le marquis s'approche de son fils. Il exige qu'ils aillent parler en privé, mais Urine rappelle à son père que le combat n'est pas encore terminé puisqu'il lui reste encore une dague. Les yeux de Wellington s'illuminent de peur, et il le dit à Urine. Urine suggère alors d'écouter Creed lui-même. Urine s'approche de Creed, lui disant de relever la tête, et il lui demande s'il aimerait que ça se termine comme ça. Urine rappelle à Creed qu'il est un chevalier en formation et qu'il n'est pas censé accepter un résultat aussi minable, car mener les choses à une fin définitive. Et la voix du chevalier. Urine demande alors à nouveau à Creed s'il est prêt à abandonner. Creed bégaye avant d'exiger elle lui donne une nouvelle épée. L'aura de Creed tourbillonne autour de lui, révélant sa détermination à ne pas reculer. Tout le monde, y compris le marquis, est stupéfait que Creed, qui n'est pas encore chevalier, ait déjà éveillé son aura. Apparemment, c'est ce que Urine voulait depuis le début. Creed a un trait, le berserker, qui ne se manifeste qu'à un point de rupture. Puisque Creed a amélioré sa défense en éveillant son aura et en entrant en mode berserker, Urine pense qu'il est temps pour lui d'essayer une technique de plus haut niveau. Creed presse Urine de lancer sa dague, mais le marquis est surpris que Creed puisse manifester une aura si puissante qu'elle peut être comparée au talent d'un chevalier de haut rang. Il se demande ce que son fils ferait dans cette situation. Urine vise avec sa dague et la lance. Cependant, cette fois-ci, la dague tournoie en s'approchant de Creed. Creed est choqué et désemparé, se demandant pourquoi la dague est lente, contrairement aux autres. Creed se met en colère, croyant qu'Urine se moque de lui. Cette fois-ci, il décide de lever son épée pour essayer de bloquer la dague, mais avant qu'il ne puisse la toucher, elle passe en tournoyant à côté de son épée. Creed ne peut pas se remettre de ça, et il finit par être touché à l'épaule. Cependant, la dague parvient à ralentir, avant d'atteindre l'os de l'épaule de Creed. Malgré cela, Creed ressent une douleur immense en tombant à genoux, hurlant de douleur. Tout le monde est choqué de voir ça, se demandant ce qui vient de se passer. Comme la dague était très lentement et Creed hurle de douleur, ses compagnons chevaliers lui disent d'arrêter de faire semblant. Ils supposent qu'il agit de cette manière parce qu'il ne veut pas déshonorer Urine. À leur insu, Urine a infusé le dernier lancer avec plus d'énergie interne, c'est pourquoi la douleur est extrême. Juste à ce moment-là, le marquis appelle Urine, lui disant qu'ils doivent parler, mais il lui fait savoir qu'il a déjà gagné le pari. Urine s'approche de Creed et pose sa main sur le site de la blessure. Urine commence à absorber l'énergie interne logée dans son épaule et avec cela la douleur disparaît, choquant Creed. Creed se met sur ses pieds et s'incline devant Urine en le remerciant. Creed s'excuse également d'avoir supposé que Urine le méprisait à cause de la vitesse de la dague. Creed admet que le lancer de dague est un
Art impressionnant, et il pense que Urine n'aurait pas pu l'apprendre en si peu de temps, ce qui lui fait croire que Urine a caché sa véritable force depuis le début. Creed commence alors à chuchoter, demandant à Urine s'il cachait son pouvoir, parce qu'une faction secrète cible la maison Maris. Quand Urine entend cela, il comprend pourquoi. Creed est toujours seul. Creed est le genre de type qui aime vraiment les théories du complot. Creed s'incline alors devant Urine, l'assurant qu'il sera là pour l'aider quand il voudra se battre contre l'organisation secrète. En raison de leur courte interaction, le niveau de faveur de Creed pour Urine grimpe à 26%. Urine est heureux d'entendre cela et il assure à Creed qu'ils se reverront. Alors que Urine s'éloigne, Creed crie, disant à Urine qu'il va répandre la nouvelle qu'il est un type bien. Urine, de son côté, est content de se rapprocher de Creed parce qu'il détruira un jour l'ordre des chevaliers tout seul. Aaron s'approche de Urine et le félicite pour son excellent travail. Elle mentionne ensuite qu'elle n'a jamais vu cette technique. Urine lui explique rapidement que c'est une nouvelle méthode et il lui demande ce qu'elle en pense. Aaron admet qu'elle aussi aurait été vaincue si elle avait affronté la technique pour la toute première fois. Cependant, elle est convaincue qu'elle peut maintenant la bloquer. Urine sait que ce n'est pas un bluff de la part d'Aaron. Apparemment, Aaron a un trait appelé miroir clair qui lui permet de s'adapter rapidement aux situations et aux scénarios. Urine demande alors à Aaron si la vie qu'elle mène actuellement lui convient, car si elle ne le servait pas comme assistante, elle pourrait facilement devenir une chevalière de haut rang. Aaron est surprise, et elle exige de savoir pourquoi Urine pose soudainement une telle question. Plus tard, Urine rencontre le marquis dans son bureau. Willington crie sur son fils pour qu'il l'appelle père, chaque fois qu'ils sont seuls, car être si formel les fait se sentir. Urine accepte maladroitement, et il s'adresse à l'homme, en l'appelant père. Le marquis interroge alors Urine sur la technique qu'il a utilisée pendant le duel. Il a parcouru les archives et n'a rien trouvé en rapport avec le type de technique que Urine a utilisé. L'homme dit que Urine ne s'entraîne que depuis un mois, ce qui rend la chose quasiment impossible d'apprendre une telle compétence en si peu de temps. Le marquis exige que Urine lui dise la vérité, mais Urine sait qu'il ne peut évidemment pas lui dire quelle est la vérité. Cependant, il avait déjà préparé quelque chose au cas où quelque chose comme ça se produirait. Urine ment alors en disant qu'il a trouvé un livre en fouillant dans les archives de la famille, pour des méthodes d'entraînement efficaces. Il explique qu'un livre sur l'étagère du haut lui est soudainement tombé dessus. Apparemment, il n'y avait aucune écriture sur la couverture du livre, mais un étrange motif y était gravé. Urine dit qu'il n'a pas beaucoup réfléchi au livre, et que lorsqu'il l'a ouvert, une lumière en a jailli, illuminant son visage. Ce faisant, quelque chose est entré dans sa tête et après cela, le livre a disparu. Le marquis est choqué d'apprendre cela et immédiatement en parle à Urine. Urine s'y attendait, puisque c'est lui qui a créé le concept. Il explique qu'un grimoire est un moyen de transmettre des techniques ou de la magie en les gravant dans un livre grâce au pouvoir d'un grand mage. Le marquis ne doute pas des paroles de son fils, car les archives contiennent de nombreux livres qui ont été collectionnés par leurs ancêtres et même le marquis ne connaît pas tout ce qui s'y trouve. Le marquis dit alors à Urine que le destin a dû lui accorder une grande fortune, ce qui explique pourquoi il est tombé sur ce livre. Le marquis dit ensuite à Urine qu'il tiendra sa promesse et ne le forcera pas à apprendre l'escrime. Quant à l'autre promesse, qui est un chouet, le marquis lui demande ce qu'il désire. C'est alors qu'il demande quelque chose qui choque son père. Il lui annonce qu'il veut le poste d'héritier, laissant son père bouche bée. Urine est surpris par la réaction de son père, lui demandant s'il ne peut pas exaucer son vœu si c'est ce qu'il désire. Son père révèle que c'est en fait de son autorité de l'accorder. Urine mentionne que l'expression de son père trahit autre chose, et il sait que son père hésite, car il sait que cela lui causerait des problèmes. De nombreuses personnes au sein du marquisat s'opposeraient à cette déclaration, en particulier Kina. Sachant à quel point son père serait embarrassé, il lui dit qu'il va la céder pour cette fois. Le marquis est soulagé de l'entendre et remercie Urine. En réalité, Urine n'est même pas intéressé par le poste de successeur car s'il devenait l'héritier, il devrait passer ses journées entières avec son père pour recevoir une éducation sur la gestion du marquisat, ce qui signifierait la fin de sa liberté. Au lieu de cela, Urine préférerait améliorer ses compétences et parcourir le monde à l'aventure. Son père demande alors à Urine de formuler un autre souhait, puisqu'il a renoncé au précédent. Urine informe son père qu'il a l'intention de créer son propre ordre de chevaliers. Le marquis est choqué par cette nouvelle et Urine révèle qu'il prévoit de nommer Aaron et Creed dans cet ordre en tant que et ses chevaliers. La requête étant moins compliquée que le poste de successeur, le marquis accède au souhait de Urine. Urine s'incline devant son père, en le remerciant. Le marquis demande ensuite à Urine comment il compte trouver un nouveau majordome, car tous, les majordomes actuels sont déjà au service de quelqu'un. Urine révèle alors qu'il a quelqu'un en tête et que cette personne est Perru, qui travaille dans les cuisines.
Urine veut que le marquis fasse croire que c'est lui qui l'a nommé, au lieu de laisser paraître que c'était le choix de Urine. Le marquis est surpris de l'entendre et demande à Urine s'il y a un problème, mais Urine assure à son père qu'il lui expliquera plus tard. Le marquis décide alors de ne pas poser plus de questions, car il semble faire de plus en plus confiance à son fils. Il s'avère que leur affinité a bondi jusqu'à 74%. Même Urine est choqué que l'affinité ait autant augmenté, mais il suppose que c'est parce qu'il est le fils du marquis. Fils. Plus tard, informe Arin et Krieg qu'ils font désormais partie de son ordre de la nuit et il veut qu'ils continuent à s'entraîner assidûment. En plus de cela, il leur présente le nouveau majordome, Perru, en leur assurant que Perru s'occupera de tous leurs besoins. Auparavant, et Aaron avaient parlé du nouvel arrangement. Avait tout avoué, disant à Aaron que Perru est en réalité un espion, c'est pourquoi il remplacera Aaron en tant que majordome. Révèle que Perru a été envoyé pour l'assassiner par Kina et Kerox. Aaron fut encore plus surprise d'entendre cela et elle a remis en question la décision de garder Perru près de lui alors qu'il en veut à sa vie. A assuré à Aran qu'elle n'avait rien à craindre car Perru n'obéit qu'à lui. Grâce à cela, parvient à faire accepter ses plans à Aaron. De retour à la réunion, Creed lève la main pour poser une question. Après avoir reçu la permission de parler, Creed demande pourquoi il n'y a pas de vice-capitaine, du moins puisqu'ils ont décidé de s'appeler l'Ordre de la Nuit. Cependant, le vice-capitaine doit être quelqu'un qui possède des compétences exceptionnelles. Creed estime qu'Aaron n'est pas digne de faire partie de l'Ordre de la Nuit, car elle est petite et frêle. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, l'interrompt, convenant avec lui que le vice-capitaine doit être fort. Pour régler cela, leur annonce qu'ils s'affronteront en duel. Quelques instants plus tard, Creed est vaincu par Aaron, à sa grande surprise. Alors qu'il est au sol, vaincu, Aaron lui donne des leçons d'escrime. Elle lui fait savoir que ses attaques sont trop simples et peuvent être facilement anticipées. Creed ne s'en offusque pas, au contraire, il assure à la jeune femme qu'il prendra ce conseil à cœur. Puisqu'Aaron a gagné, déclare que le poste de capitaine a été décidé. Perru est choqué quand nomme Aaron chef de l'Ordre de la Nuit. Tout le monde applaudit Aaron, et peu de temps après, Perru s'apprête à partir pour préparer le dîner. Dès qu'il se rend compte que Perru est un peu éloigné de là où il se trouve, décide d'essayer une nouvelle technique qui lui permet de parler par télépathie à sa cible. Appelle le nom de Perru, ce qui le choque. Il se retourne, mais continue de l'appeler à plusieurs reprises. Perru perd presque la tête jusqu'à ce qu'Or le gronde pour son comportement étrange. Perru demande alors si communique avec lui par magie noire, mais explique que c'est une simple magie de communication. Perru commence à réaliser qu'Eur est un être spécial puisqu'il est résistant au poison et qu'il peut utiliser des techniques vraiment étranges. Dit à Perru qu'il est libre de croire à la théorie qu'il a en tête, mais il lui demande si le poison qu'il a demandé est prêt. Perru répond que le poison est prêt. Apparemment, le poison s'appelle Snake Mind, et c'est un poison qui est extrait de sang vipère. Même si Perru est doué, il a à peine réussi à préparer le poison. Est content que le poison soit prêt, et il dit à Perru d'en ajouter une grande quantité dans la soupe de Shirin qu'il va manger. Tremblant de peur, Perru acquiesce aux ordres de son maître. Plus tard dans la nuit, réalise que depuis qu'il a atteint la 3e étoile, ses progrès ont été quelque peu lents car son énergie interne n'a pas augmenté aussi vite qu'il le pensait. Comme il ne sait pas quand la crise mondiale commencera, pense qu'il est temps pour lui de quitter le marquisat. Peu de temps après, rencontre son père, lui disant qu'il veut partir pour un certain temps. Son père lui demande pour combien de temps il partira. Et, comme il ne veut pas éveiller les soupçons, il dit à son père qu'il partira pour une semaine. Le marquis a aucun problème avec ça car Urine s'est entraîné assidûment, mais il lui demande comment il compte gérer l'escorte. Urine choque son père en lui disant qu'il n'a pas besoin d'escorte. Le marquis proteste, rappelant à Urine la position qu'il occupe dans la famille. Urine essaie de dire à son père qu'une escorte n'est pas nécessaire puisqu'il ne va que dans les villages voisins, mais le marquis lui coupe la parole. Le marquis révèle que le monde est devenu un endroit très dangereux, et même s'il est devenu un peu plus fort, il craint que son fils ne se fasse empoisonner. Urine réalise qu'il sera difficile de convaincre le marquis, et il décide de passer au plan B. Urine fait savoir à son père qu'il est prêt à obéir, et qu'il n'a donc pas à s'inquiéter. Le marquis est heureux d'entendre cela et il demande à son fils quand il partira. Urine répond qu'il partira dans 2 jours. Sachant cela, le marquis dit qu'il va préparer une escorte d'ici là, mais Urine n'a aucune intention d'attendre une quelconque escorte car il a l'intention de partir en douce le lendemain. Urine convoque Perru dans ses appartements et lui révèle qu'il part en voyage, mais qu'il n'a pas d'argent, et qu'il a donc besoin que Perru lui en prête. Perru hésite, mais lorsqu'il sent l'aura sombre et effrayante émanant du corps d'Urine, il s'exécute rapidement. Urine lui demande alors s'il a toujours sa pochette subspatiale avec lui. Urine avait déjà vu la pochette sur lui.
Apparemment, la pochette subspatiale est un élément courant dans les romans de fantasy, et c'est une pochette mystérieuse qui peut contenir environ une tonne de marchandises. Perru n'a d'autre choix que de donner sa pochette subspatiale à Urine, également. Grâce à cela, Urine est content de ne pas avoir apporté de sac. Urine tend alors à Perru le paquet de feuilles séchées qu'il fait passer pour un antidote. Il dit à Perru que c'est l'équivalent d'un mois d'antidote pour le poison dans son corps. Urine joue très bien son jeu, en disant à Perru qu'il a été un serviteur méritant. Pour cette raison, il assure à Perru qu'il lui donnera très bientôt le remède permanent. Le lendemain matin, Urine laisse une lettre et s'éclipse discrètement. Il pense qu'il ne croisera personne jusqu'à ce qu'il tombe sur un vieux jardinier qui émet une aura puissante de son corps. Il remarque quelque chose d'étrange chez le vieil homme, mais il poursuit néanmoins son chemin. Quelques instants plus tard, Urine arrive à la tour de la magie. Il entre dans le bâtiment et lorsque le préposé lui demande ce qu'il désire, il lui dit en gros qu'il aimerait utiliser un portail de téléportation. Le préposé lui demande s'il l'a déjà utilisé auparavant, et il répond que non. Le préposé révèle qu'ils offrent des points de fidélité, comme pour les compagnies aériennes. Le préposé demande à Urine où il se rend et il répond au château d'eau. En raison de la grande distance, le préposé lui dit que le tarif est de 50 pièces d'or. Après qu'on lui a annoncé le prix, on lui demande de payer et de signer le billet. Urine s'attendait déjà à ce que le tarif soit élevé, mais il est reconnaissant que Perru lui ait donné assez d'argent. Urine décide d'inscrire un faux nom, et il choisit Polon, qui est un pseudonyme qu'il utilise dans les jeux en ligne. Une fois qu'il a terminé avec l'enregistrement, Urine est conduit dans la pièce où se trouve la machine de téléportation. Le préposé lui dit que dès l'instant où il entendra frapper, cela signifiera qu'il est arrivé à destination. Urine monte sur la machine et elle émet un signal lumineux. Quelques instants plus tard, Urine arrive à destination. Il est accueilli par un autre préposé qui lui dit qu'il est arrivé au château d'eau. Urine est choqué car il n'a absolument rien senti. Le vieil homme lui fait savoir que c'est ainsi parce que la tour de la magie a conçu la machine de téléportation pour procurer une sensation de distorsion. Urine est surpris par le nom qu'ils ont donné au phénomène. Il se rend compte qu'il aurait pu lui donner ce nom au lieu de penser au confort du voyage. Sur ce, le préposé lui souhaite bonne chance et une fois qu'Urine sort de la tour de la magie, Urine se trouve maintenant au château d'Azaï, qui est dans la région ouest, contrairement à son pays natal. La zone semble complètement différente de celle de son pays, et il y a aussi beaucoup de monde dans la région. Cependant, Urine n'est pas préoccupé par cela car sa principale préoccupation est la ruelle des forgerons. Il demande à une des personnes qu'il croise, et on lui décrit le chemin. Urine commence à explorer les ruelles mais ne trouve pas ce qu'il cherche. Il fait déjà tard mais il décide de vérifier la dernière ruelle. Il trouve bientôt une boutique de forgeron, et y entre. Il demande au responsable s'il connaît la personne qui se fait appeler la forge de la licorne. Le type dit alors à Urine qu'il n'y a personne de ce nom dans la région, ce qui amène Urine à se remettre en question. Il pense qu'il a mal lu, mais pendant qu'il réfléchissait à cela, le type lui dit qu'il a justement l'intention de nommer sa boutique ainsi. Quand Urine entend cela, il utilise l'œil du créateur sur le type. Il découvre que son nom est Gireno et qu'il est un assez bon forgeron. Urine sourit comme un enfant en voyant cela, réalisant qu'il a enfin trouvé le bon endroit. Urine demande alors à voir les armes qu'il a fabriquées et Gireno s'exécute. Tandis qu'ils examinent ses créations, Urine demande à Gireno comment vont ses affaires. Gireno prétend que ses compétences ne sont pas les meilleures, c'est pourquoi il est coincé au fond d'une ruelle. En fait, chaque fois que des clients entrent, ils jettent juste un coup d'œil et repartent. À cause des mauvaises ventes, Gireno révèle qu'il ne sait pas combien de temps il pourra encore tenir. Urine remarque alors des épées accrochées au mur. L'une des épées est une épée de l'esprit du vent, qui a été imprégnée de la bénédiction de l'esprit du vent, Sylph. L'épée augmente la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement et l'agilité. L'autre épée est un espadon de l'esprit de la flamme. C'est une épée qui a été imprégnée de la bénédiction de l'esprit du feu inférieur, salamandre. L'épée augmente l'endurance, la force et la résistance. Urine demande alors à Gireno s'il est celui qui a fabriqué les épées, et il répond que oui. Cependant, il pense que, après les avoir terminées, elles se sont avérées être des échecs totaux. Apparemment, les épées sont devenues si lourdes que même une personne forte peut à peine les soulever. Donc, personne ne finit par les acheter. Après qu'il ait fini de dire cela, Urine sait que ce n'est pas la faute de Gireno. Les épées sont devenues lourdes parce que des humains indignes les ont touchées. Apparemment, l'évêque épée accordera un pouvoir immense à quiconque en est digne. Comme Urine le sait, il dit à Gireno qu'il va acheter les épées, laissant Gireno totalement choqué. Gireno pense que les épées sont un échec, mais Urine sait que les deux épées sont parfaites pour Aaron et Creed. Cependant,
Uren est toujours à la recherche d'autres trésors. Soudain, Uren demande. Forgeron s'il a des armes rouillées. Jireno en a un tas et il les sort. Jireno est surpris qu'Uren veuille. Car il les considérait déjà comme des rebuts. Uren est content d'avoir trouvé ce lot exactement comme il l'avait prévu. Il plonge sa main dans le récipient et en sort une dague, disant à Jiren qu'il veut cette dague. Jiren est choqué car ce n'est pas lui qui a fabriqué la dague. Il l'a seulement trouvée dans la réserve et il n'a aucune idée de comment elle est arrivée là, en premier lieu. Jiren est stupéfait quand Uren dit qu'il va prendre la dague en plus des épées. Jiren en conclut qu'Uren ne s'intéresse qu'aux objets défectueux. Jiren dit à Uren de lui donner seulement 2 pièces d'or et il lui donnera la dague gratuitement. Uren est ravi d'avoir fait une si bonne affaire, mais il est le seul à savoir à quel point l'arme est précieuse. À ce moment-là, il réalise qu'il ne s'agit pas seulement des armes, mais aussi du forgeron lui-même. Uren alors lui offre la chance de fermer sa boutique et de travailler pour lui à la place, puisqu'il a déjà dit que les affaires n'allaient pas si bien pour lui. Jiren est choqué par l'offre et il révèle qu'elle arrive de manière trop soudaine, c'est pourquoi il ne sait pas quoi dire. Jiren admet qu'il a pensé à fermer boutique mais qu'il n'aurait jamais cru recevoir une telle offre. Après qu'il ait dit cela, Uren décide de se présenter au forgeron. Uren se présente comme la lance invincible qui est le protecteur du Sud. Après avoir énoncé son titre, il révèle son vrai nom. Jiren est abasourdi quand il réalise qu'il se tient en présence du fils d'Umaris. Il tombe immédiatement à genoux, s'excusant auprès d'Uren en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi noble que lui entre dans sa boutique minable. Uren presse le type de se relever, mais il refuse et exige qu'Uren dise tout ce qu'il a à dire pendant que sa tête reste au sol. Réalisant qu'il ne peut pas le convaincre, Uren décide de parler. Après avoir entendu tout ce qu'Uren a à dire, Jiren lui demande pourquoi il envisagerait d'aider quelqu'un comme lui, et il répond qu'il est plutôt talentueux. Jiren est surpris d'entendre Uren dire qu'il a du talent car il ne se considère pas dans la catégorie des forgerons talentueux, puisqu'il se fait gronder par son maître tous les jours. Uren mentionne qu'il a visité d'autres forges, mais que la boutique de Jiren se démarque. Jiren lui demande en quoi sa boutique se démarque des autres et Uren lui fait savoir que la sincérité est la clé. Uren explique qu'il a vu la manière dont il fabriquait ses armes et l'extrême et souci du détail à leur sujet. Pour cette raison, Uren lui fait savoir qu'il se réveillera un jour en tant que talent spécial. C'est quelque chose qu'Uren a inventé sur le moment, mais il espère que Jiren tombera dans le panneau. Heureusement pour lui, c'est le cas, et Jiren révèle qu'il le suivra. Jiren mentionne alors qu'Uren est différent des rumeurs qu'il a entendues à son sujet. Uren décide alors qu'il est temps de montrer quelque chose d'intéressant au forgeron. Jiren regarde Uren se piquer le doigt avec la dague et lui ordonner de s'éveiller. Il s'avère que la dague est la relique aux myriades de formes. Agnès. La mâchoire de Jiren tombe par terre quand la dague commence à léviter avec une aura blanche l'entourant. Le forgeron commence à se demander ce qui se passe. Apparemment, l'arme est une épée égo légendaire, et c'était le protagoniste qui était censé l'obtenir. Le système demande à Uren s'il veut former un contrat avec Agnès, et il dit « oui ». À ce moment-là, l'arme se transforme en une molécule d'eau, et de l'intérieur, la voix d'une fille s'en échappe, exigeant pour savoir qui essaie de former un contrat avec elle. Agnès se moque d'Uren, lui disant qu'il est plutôt sans talent. Uren réalise bientôt qu'Agnès savait qu'elle était là et comment il connaissait aussi le sort pour la libérer. Uren répond qu'il l'a appris du grand prophète. Uren est celui qui a ajouté le prophète à l'histoire par souci de cohérence. Même si Uren mentionne cela, Agnès pense qu'il ment. Elle veut savoir pourquoi le grand prophète perdrait son temps avec une personne sans talent comme Uren. Agnès demande alors à Uren s'il sait ce qu'elle peut faire, et il répond que oui. C'est une question facile puisque c'est lui qui a défini les paramètres. Uren explique qu'Agnès peut diviser son corps en un corps principal et un corps secondaire, en tant que deux armes distinctes. Chacun de ces corps peut alors se transformer en n'importe quelle arme selon l'imagination du porteur. Pendant l'histoire principale, le héros se battait avec une épée et un bouclier. Et même si le corps secondaire était perdu, il retrouvait toujours son chemin vers le corps principal. Après avoir tout dit, Agnès suggère à Uren d'abandonner l'idée de la manier puisqu'elle ne peut être maniée que par le mana. À ce moment-là, Uren pointe un doigt vers Agnès, lui disant qu'elle est bruyante. Soudain, Agnès se transforme en bague et s'enroule autour du doigt d'Uren. Il s'avère qu'Uren a pu maîtriser Agnès parce que ses arts martiaux compensent son manque de mana. Uren demande alors à Juro de combien de temps il a besoin pour faire ses bagages, et il répond 2. Uren lui dit alors de le retrouver devant le château d'Azio dans 2 jours à midi. Plus tard, Uren marche dans les rues quand il tombe soudainement sur sa fiancée. Ils sont tous les deux choqués et Ilia demande à Uren pourquoi il est dans la région. Uren a presque envie de s'enterrer quand il voit Ilia, car c'est la dernière personne qu'il s'attendait à trouver dans la région. Uren réalise que la scène est étrangement similaire à la façon dont Ilia a rencontré le protagoniste dans l'histoire originale.
Urine comprend alors que la trame principale a été légèrement modifiée alors qu'il essaie encore de comprendre ce qui se passe. Il lui demande une fois de plus ce qu'il est venu faire dans la région. Urine rit nerveusement avant de révéler qu'il est venu trouver un forgeron. Ilya mentionne que leur famille a des tas de forgerons et Urine est d'accord mais dit qu'il voulait engager son propre homme. Ilya dit qu'elle l'aurait aidé s'il le lui avait dit plus tôt mais Urine l'assure qu'il n'y a pas besoin de cela puisqu'il a trouvé la bonne personne pour le poste. Quand on parle du loup, Juro apparaît sur la scène. Urine présente alors Juro à sa fiancée. À cet instant, le chef de l'escorte d'Ilya, Musk, lui demande à qui elle parle et quand elle dit Urin, Musk est stupéfait. Il semble déconcerté par la présence d'Urin et il commence à se présenter dans les moindres détails. Urine lui rend l'appareil, mais même s'il ne dit Urine sait qui il est. C'est lui qui a écrit l'histoire, donc aucun personnage n'a de secret pour lui. Urine sait que c'est un personnage secondaire qui ne supporte pas les pauvres. Apparemment, c'était censé prendre une autre dimension dans le roman. Une silhouette encapuchonnée était censée bloquer le chemin de Musk la nuit alors qu'ils avançaient. Musk a mal parlé à la personne, mais à ce moment-là, le héros s'est avancé. Un combat éclate, mais Ilya parvient à arriver sur la scène juste à temps pour arrêter le combat. Et après cela, les deux deviennent des Roméo et Juliette. Peu de temps après, le héros accompagner Ilya au combat et l'a sauver d'une situation de vie ou de mort. Comme il ne peut pas trouver le héros pour le moment et lui demander de l'aide, Eurydice réalise qu'il n'a pas le choix. Il doit sauver Ilya et l'empêcher de mourir. Eurydice demande alors à Ilya où il se dirige, et elle révèle qu'il y a des rapports de raids d'orques près du château d'Azu. Apparemment, les orques sont de plus en plus nombreux, et Ilya et son escouade ont reçu l'ordre d'exterminer les orques. C'est alors qu'Eurydice demande à Ilya une faveur, celle de l'escorter. Ilya est choqué d'entendre cela, et elle exige de savoir pourquoi Eurydice veut venir. Eurydice répond simplement qu'il veut de l'expérience au combat car il est encore en formation. En plus de cela, il dit à Ilya qu'il aimerait voir ses compétences. Ilya fait savoir à Eurydice que cela pourrait s'avérer dangereux, mais Eurydice l'assure qu'il peut se débrouiller malgré son apparence frêle. Ilya y réfléchit une minute et une fois qu'elle a terminé, elle ordonne à Musk de fournir des chevaux à Eurydice et aux forgerons. Musk proteste, disant à Ilya qu'ils ne vont pas à un pique-nique. De plus, il ne veut pas qu'ils baissent leur garde, même s'ils affrontent des orques ordinaires. Musk ajoute qu'il ne sent aucune trace de mana venant d'Eurydice et du forgeron. Musk continue de divaguer jusqu'à ce qu'Ilya devienne sérieuse et lui fasse savoir qu'elle vient de lui donner un ordre. Musk n'a pas d'autre choix que de s'exécuter, mais il n'en est pas content, même s'il ne peut rien y faire. Alors qu'ils chevauchent vers leur destination, Ilya dit à Eurydice de toujours rester à ses côtés car il se dirige vers un endroit dangereux. Eurydice assure à Ilya qu'il suivra chacun de ses mouvements. Il s'avère qu'Eurydice et Gyrène partagent le même cheval, et Eurydice exhorte ce dernier à bien s'accrocher à lui. Sur ce, ils commencent à chevaucher vers la destination cible. Quand ils atteignent l'endroit présumé, Ilya dit à son équipe qu'ils devront se diviser en équipes de 5 pour trouver le campement orc. Elle les exhorte à ne pas attaquer s'ils le trouvent. Elle veut qu'ils battent en retraite et tirent une fusée de signalisation. Sur ce, le groupe se sépare. Après des heures de recherche, l'un des chevaliers demande à Ilya ce qu'ils doivent faire car il se fait déjà tard. Ilya dit alors qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire demi-tour et de revenir le lendemain. Soudain, il voit une fusée de signalisation dans le ciel. Cependant, une autre fusée est bientôt lancée à nouveau. En un rien de temps, 4 fusées s'élèvent dans les airs. Ilya suggère alors qu'il se dirige vers la fusée la plus proche, qui est à l'ouest. Son escouade la suit immédiatement, mais le temps qu'ils arrivent, tous les soldats sont déjà morts. Ilya est horrifié par la façon dont les soldats ont tous été tués. L'un des soldats remarque que l'armure sur leur corps a été brisée, les laissant se demander quel genre d'arme les a frappés. Ilya ordonne alors qu'ils se dirigent vers le sud pour voir comment vont les soldats là-bas. Au moment où ils y arrivent, ils découvrent la même scène horrible d'où ils viennent. Tous les soldats sont déjà morts et l'un des chevaliers suggère qu'ils se déplacent vers le prochain emplacement. Ilya est d'accord avec lui, mais Eurydice les arrête, disant qu'ils ne peuvent pas bouger. Pour le moment, Ilya est choqué quand Eurydice dit cela, se demandant ce qu'il voulait dire par là. Eurydice souligne que les orques traquent leurs soldats et sont actuellement en train de gagner. Eurydice fait savoir à Ilya qu'ils sont en infériorité numérique et n'ont aucune chance de gagner. Eurydice veut qu'il tire le signal et rassemble le reste des troupes. C'est alors que un soldat crie sur Urine, lui disant de la fermer car il n'est personne. Le soldat reproche à Urine ce qui se passe actuellement. Pendant ce temps, Euragoniste s'est également fait insulter au même endroit. À cause de ça, les lecteurs étaient frustrés et ont grondé notre gars pour avoir fait traîner les choses, en entendant les soldats lui parler. De cette façon, le traumatisme d'Urine commence à se réveiller. Alors que le soldat continue de divaguer,
Urine lui dit de se taire. Urine le frappe d'une attaque avant même qu'il ne puisse s'en rendre compte, et il tombe de son cheval. Urine lui dit de rester à sa place et de ne pas bouger. Le soldat est obligé de répondre à Urine comme à son patron, car il est déjà paralysé. Il lui dit ensuite de regarder et de voir. Urine lève la main et grâce à ça, le type peut à nouveau bouger. Dans l'histoire principale, Ilya n'a pas écouté le héros et a fait ce qu'elle pensait être juste. Cependant, Urine veut voir si ce sera différent. Cette fois-ci, il demande à Ilya quel sera son choix. Étonnamment, Ilya est d'accord avec Urine et elle ordonne à ses hommes de tirer immédiatement la fusée de signalisation bleue. Elle veut que les troupes se rassemblent là où ils sont. Les soldats s'exécutent et tirent les fusées en l'air. Les soldats commencent alors à s'occuper de leurs camarades tombés au combat pendant que le forgeron s'approche d'Urine pour lui dire qu'il est incroyable. Il dit qu'Urine a réussi à faire bouger les objets comme il le voulait, mais Urine ne considère pas ça comme un grand exploit. Il demande à Urine si les soldats vont les rejoindre, mais Urine lui fait savoir que la plupart des soldats n'y arriveront pas. Apparemment, Urine sait ce qu'il fait et il attend en fait que le vrai combat vienne à lui. Soudain, un soldat arrive vers leur position, disant à Ilya qu'ils doivent s'enfuir. Le soldat a l'air absolument terrifié, comme s'il avait vu un fantôme. Derrière les soldats arrive une horde d'orques effrayants et puissants. Le simple nombre des orques donne des frissons dans le dos des soldats. Ilya se tourne vers Urine et s'excuse auprès de lui car il est sur le point de mourir et que tout est de sa faute. À ce moment-là, Urine dit à Ilya de ne pas s'inquiéter, car personne ne va mourir. Au moment où il dit cela, il marche vers les orques, ce qui choque Ilya. Ilya est confuse en regardant Urine s'approcher des orques avant d'invoquer Agnès. Il lui dit qu'il est temps d'essayer ce pourquoi ils se sont entraînés pendant les 2 derniers jours. Urine dit à Agnès de générer des balles de fer et Agnès obéit à ses ordres. Apparemment, c'est une technique qu'Urine a acquise après avoir atteint le niveau 3 étoiles du corps des 10 000 poisons, mais il n'a jamais eu la chance de l'utiliser. La compétence s'appelle fer noir. Elle libère des armes dissimulées remplies de force intérieure en faisant détonner des balles de fer noir. L'arme requise pour cela est une balle de fer noir. Urine tire alors la balle sur les orques et elle atterrit au milieu d'eux sans faire de dégâts, laissant les orques regarder Urine comme un idiot. Soudain, la balle explose, déchiquetant chaque orque à sa portée. Les orques restants sont choqués quand ils voient cela, mais Urine n'en a pas encore fini avec eux. Urine rappelle la balle et la lance à nouveau. Cette fois-ci, elle transperce les orques avant d'exploser et de les réduire en bouillie. Urine rappelle à nouveau la balle, et Ilya lui demande ce qu'il est en train de lancer. Urine révèle que cela s'appelle l'explosion de fer noir. Urine sourit à Ilya, promettant de lui donner les détails sur l'arme plus tard. Avec les 2 attaques consécutives d'Urine, il a considérablement décimé les orques. Motivé par cela, Ilya hurle immédiatement à ses soldats, leur ordonnant de passer à l'action. Elle leur fait savoir qu'ils peuvent gagner, et les exhorte à abattre le reste des orques. Ilya charge en avant, et ses soldats la suivent. Ilya tranche la tête d'un orque comme si c'était du papier de soie, et ses soldats aussi suivent son exemple. Un des orques réalise qu'ils ne font plus le poids face aux soldats et se retourne pour s'enfuir. Cependant, il fonce droit dans un mur de briques rouges. Le mur de briques rouges s'avère être un orque rouge géant à l'aura terrifiante. L'orque rouge attrape le fuyard par la tête et l'écrase. Les soldats et le reste des orques sur la scène manquent de suriner dessus à la vue du monstre terrifiant qui leur fait face. L'orque rouge est si géant que les orques verts ordinaires ressemblent à des cacahuètes à côté de lui. L'orque rouge manie également une lame de la taille d'un bâtiment, mais Urine ne semble pas surpris, car il s'attendait déjà au légendaire guerrier orque rouge Karuda. Urine sait qu'ils seront tous foutus s'ils ne tuent pas Karuto sur le champ.